Chaque année, au mois de février, ce sont presque tous les États-Unis qui se figent le temps d'une soirée. Ou plutôt ses habitants, parce que se déroule à ce moment l'un des plus grands événements, si ce n'est le plus grand du pays, loin devant les élections présidentielles et même la fête nationale. C'est en quelque sorte la seconde fête nationale en réalité, puisque le Super Bowl monopolise l'attention de la moitié du pays, et il n'y a aucune exagération statistique. D'ailleurs, en 2004, ce sont 145 millions d'Américains qui se positionnent devant leur poste de télévision pour suivre le coup d'envoi de la finale de football américain se jouant à Houston. Les rues sont littéralement vides, toutes les villes de la nation sont quasiment fantômes. Durant 4 quarts-temps de 15 minutes, Tom Brady, légendaire quarterback des New England Patriots, va briller pour porter son équipe jusqu'au titre suprême. Et comme l'histoire ne retient que les gagnants, on s'en fiche de l'adversaire. La suite logique à cet événement aurait été une déferlante médiatique pour revenir sur le match, discuter, débattre, rire ou pleurer selon l'équipe que l'on supporte, mais pas cette année. Ce n'est pas le nom de Tom Brady qui sera sur la bouche des Américains ce 2 février 2004, mais celui de Carly Brucia, dont le destin a basculé en seulement 22 secondes. À plus de 1600 km du stade de Houston où le coup d'envoi du Super Bowl s'apprête à être donné, Carly Brucia, une fille de 11 ans, rentre chez sa mère Suzanne. Elle marche dans les rues de Sarasota en Floride, elle revient d'une soirée pyjama qu'elle avait passée chez une amie la veille. Ce dimanche, Carly doit donc rejoindre Suzanne ainsi que son beau-père Stephen Kanzler à la maison et passer la soirée avec eux. Bien que le papa biologique de Carly, Joe Brucia, n'ait pas obtenu la garde de sa petite fille, cela n'empêche pas cette dernière d'aller le voir fréquemment à New York, là où il vit. C'est à l'autre bout du pays, donc naturellement, la fillette ne s'y rend que lors des vacances scolaires et l'été. Mais tout se passe bien dans la vie de Carly, elle aime son père, sa mère est présente pour elle et malgré la garde alternée, elle est heureuse. Carly a aussi ses amis à Sarasota, et justement, elle a passé tout le samedi soir avec l'une d'entre elles. Simplement, il est déjà 18h passées ce dimanche et il est temps pour la jeune fille de rentrer. Rien de plus simple, son chemin est principalement une ligne droite, elle doit marcher sur Bee Ridge Road pendant 1 km environ, avant de tourner à droite pour rejoindre McIntosh Road où elle doit encore parcourir un peu plus d'une centaine de mètres pour atteindre sa maison. En tout, le temps de marche pour relier les deux points est à peu près d'une vingtaine de minutes avec une allure relativement tranquille. Sauf que Carly est du coin. Elle sait qu'en coupant au niveau de la station de lavage Evie, elle gagnera quelques minutes pour atteindre sa maison plus rapidement. Ce dimanche soir, elle décide donc d'emprunter ce raccourci. Seulement, ce qui devait lui permettre d'arriver plus rapidement chez elle semble l'avoir ralenti, au contraire. C'est en tout cas l'amer constat que font les parents de la fillette lorsque celle-ci ne se présente pas de la soirée à la maison, alors qu'elle aurait dû avoir fait son retour depuis un bon moment désormais. Après avoir contacté les parents de son amie et contrôlé les rues du quartier, en vain, la famille de Carly est contrainte de faire appel à la police qui est donc informée de la disparition de la fillette de 11 ans. La disparition est immédiatement prise au sérieux, à cause du contexte. Déjà, il s'agit d'une enfant très jeune. Ensuite, elle devait revenir d'une soirée pyjama, ce qui exclut une potentielle fugue, d'autant plus que tout se passe bien avec sa famille, et puis il fait nuit. La dernière fois que Carly a été aperçue, elle portait un jean de couleur bleue, un t-shirt rouge et elle portait sur ses épaules un sac à dos rose. Les premiers policiers se rendent chez les parents de la fillette. Ils commencent à chercher dans le secteur pendant que des inspecteurs discutent avec les membres de la famille pour comprendre clairement ce qui a pu se produire. Il n'est pas impossible qu'elle se soit arrêtée chez une autre amie, se trouvant sur son chemin par exemple, ou ce genre d'événement qui expliquerait son absence. Après avoir échangé avec le maximum de proches, impossible de déterminer une raison qui aurait poussé Carly à ne pas rentrer, du moins volontairement. Les heures s'écoulent. Finalement, c'est la nuit entière qui vient de passer sans que la fillette n'ait donné signe de vie. Les recherches n'ont pas abouti non plus. Par conséquent, les policiers décident de se pencher sur l'itinéraire que Carly aurait dû emprunter lors de son retour chez elle. À l'évidence, le trajet qu'aurait dû suivre la jeune fille traverse un lotissement résidentiel. Bee Ridge Road est la partie la plus longue, mais aussi celle qui attire l'œil des enquêteurs,
parce qu'il s'y trouve des entreprises et notamment une station de lavage auto. Cette zone est donc minutieusement vérifiée avec des équipes cynophiles pour essayer de repérer la trace de Carly. C'est là qu'entre en jeu Michael Evanoff, le propriétaire de la station de lavage. Ce lundi 2 février, il s'est rendu à son travail comme chaque jour et il a remarqué des équipes de police avec 2 chiens en train de tourner autour de la station. Naturellement, il s'est dirigé vers eux pour comprendre ce qu'ils étaient en train de chercher et les agents lui ont décrit la situation autour de la disparition de la petite Carly. Il lui explique qu'il pense que la fillette aurait pu traverser la station de lavage comme raccourci pour se rendre chez elle. C'est alors que Michael Evanoff annonce aux policiers qu'il y a un moyen bien plus simple de vérifier si l'enfant est effectivement passé par là hier soir. Le propriétaire vient tout juste d'installer un nouveau système de sécurité qui est un ensemble de caméras de surveillance faisant le tour de la station. Aussitôt, les enquêteurs suivent Michael Evanoff dans son bureau pour vérifier le parcours de Carly. Et les images qu'ils s'apprêtent à voir vont leur glacer le sang. L'une des caméras a bien enregistré la jeune fille marchant au sein de la station. Il est 18h21 ce 1er février. Carly est seule sur l'image et semble regarder son téléphone portable. Puis un homme entre dans le champ. Visiblement, la fille ne l'a pas aperçu. Cet homme avance vers elle, puis se stoppe soudainement avant de lui attraper le bras. Il est évident, vu sa réaction, que Carly est surprise par ce geste. Puis l'homme semble dire quelques mots à Carly avant de repartir avec elle depuis là où il venait. Après visionnage, les enquêteurs sont unanimes. Il s'agit bien de Carly compte tenu des habits qu'elle porte et de l'heure concordante avec le départ de chez son ami. Mais surtout, ils savent qu'ils viennent de visionner un enlèvement d'enfant. Bien que la qualité de la vidéo soit élevée lorsque l'on sait que nous sommes en 2004, les images ne permettent pas l'identification de l'homme se tenant auprès de Carly. Par contre, plusieurs visionnages laissent penser que si la jeune fille semble suivre presque volontairement son ravisseur, c'est parce qu'il a certainement dégainé une arme au moment où il l'a approché. Sur la vidéo, l'individu réalise un geste comme s'il sortait un objet depuis sa poche. C'est ce qui laisse supposer aux inspecteurs qu'il était armé et qu'il a pu faire pression ainsi sur Carly. Il n'a fallu que 22 secondes au ravisseur pour enlever la jeune Carly Brucia juste sous l'œil des caméras. L'enquête prend donc une tournure criminelle avec l'enlèvement d'une enfant. Les policiers ont une tâche désagréable à remplir maintenant. Même si la bande de vidéosurveillance est précieuse, faisant gagner un temps considérable dans l'investigation, il faut aller voir les parents de Carly. Il est nécessaire de savoir si l'homme qui a abordé la jeune fille est une personne connue de la famille, ce qui serait un pas en avant énorme. Malheureusement, personne n'est capable d'identifier cet individu et la panique gagne tous les proches qui craignent pour la vie de la petite fille. La police entre alors dans le jeu du chat et de la souris, sauf que dans ce cas, la vie de Carly est l'enjeu de cette partie. Une course contre la montre est lancée, en même temps qu'une chasse à l'homme. Le 1er février 2004, Carly Brucia a disparu. Le lendemain, les policiers font une avancée majeure dans l'enquête en découvrant que la fillette de 11 ans vient de subir un enlèvement alors qu'elle rentrait chez elle depuis la maison d'une amie chez qui elle venait de dormir. Tout a été filmé par les caméras de vidéosurveillance de la station de lavage. Les autorités sont bloquées cependant puisque pour le moment, il est impossible d'obtenir l'identité du ravisseur. Cette affaire fait le tour des États-Unis en seulement quelques heures. Elle est traitée à la une de tous les journaux télévisés, pour une bonne raison. C'est presque du jamais vu que d'assister à un enlèvement filmé ainsi en extérieur. L'Amérique entière se passionne pour ce crime dont les images tournent en boucle. Des centaines de journalistes se présentent sur les lieux et, inévitablement, des conférences de presse sont données. En réalité, les médias sont un outil pour les policiers. Si la vidéo est devenue autant virale, c'est parce qu'elle a été transmise par les autorités aux chaînes de télévision. Le but étant qu'elle fasse le tour de toute la nation, et cela n'a pas manqué. L'objectif, bien entendu, est de parvenir à identifier le mystérieux individu auprès de Carly. Grâce aux images, les gens peuvent observer la coupe de cheveux de cet homme, sa carrure, jauger sa taille comparée à celle de la petite fille, voir ses vêtements, et cette tonne de détails, la police espère qu'elle va jouer en sa faveur. Il faut bien comprendre que nous sommes en 2004, c'est l'émergence des nouvelles technologies qui n'en sont qu'à leur début. La définition de l'image n'est pas encore des plus hautes, c'est pour cette raison que les experts du FBI
et même de la NASA travaillent main dans la main pour la rendre la plus nette possible. Si ces experts se penchent sur l'amélioration de la qualité vidéo, c'est bien sûr pour la diffuser sur les antennes nationales, mais aussi pour essayer de lire ce qui semble être un nom sur un écusson, une pratique courante aux États-Unis. Mais l'opportunité pour les forces de l'ordre ne viendra pas des experts informatiques les plus pointus dans leur domaine, mais du propriétaire d'un garage. Un soir, alors qu'il est tranquillement installé chez lui, sa femme se trouve dans la cuisine. Évidemment, comme les ondes sont inondées des images de vidéosurveillance montrant l'enlèvement de Carly, personne n'y échappe, y compris l'épouse de cet homme. Celle-ci dit alors que le ravisseur ressemble à Joe. L'homme se dirige vers la télévision, regarde les images à son tour et dit qu'il ne ressemble pas à Joe. C'est Joe. Ces deux personnes font allusion à Joe Smith, un mécanicien employé dans un garage, et le propriétaire le signale aussitôt à la police. Des enquêteurs foncent au garage où ils demandent au propriétaire de les rejoindre pour qu'il l'interroge et ce dernier accepte. Là-bas, l'homme confirme que la personne aperçue sur la bande de vidéosurveillance en compagnie de Carly est bien son employé, Joseph Smith. Alors c'est une excellente piste, simplement il faut comprendre ce qui a convaincu dans l'instant cet homme que son garagiste était le ravisseur. Les images ont certes été améliorées, il n'en demeure pas moins qu'elles restent d'une qualité moyenne. Le patron, sans aucune hésitation, explique que ce sont les baskets de couleur blanche, la tenue de travail ainsi que l'arrière de celle-ci, qui est bien spécifique, la coupe de cheveux et la démarche de cet homme qui ont forgé son opinion. À la station de lavage, il y a une deuxième caméra qui a capturé un élément intéressant, une voiture blanche quittant les lieux. Un second témoin indique qu'il reconnaît cette voiture, puisque c'est un véhicule qu'il prête régulièrement aux suspects. À présent, il devient difficile à croire que Joseph Smith n'est pas impliqué dans l'enlèvement de Carly. Surtout que ce témoin précise que le suspect est également un locataire, puisqu'il loue une chambre dans sa maison. Il serait venu le voir le 1er février, quelques heures avant le début du Super Bowl, et lui aurait demandé l'autorisation d'emprunter la voiture pour une quinzaine de minutes afin d'aller s'acheter des lames pour son rasoir. Quand il part de la maison, il est précisément 15h05. Si le témoin est capable de se souvenir de l'heure, c'est parce qu'il a regardé sa montre au moment où son locataire a quitté les lieux pour le chronométrer. La voiture n'est revenue que le lendemain matin, le lundi 2 février à 7h30 du matin, avec à son bord Joseph Smith, qui n'est pas rentré depuis la veille à 15h05. L'étau se resserre autour du suspect. La police tient des images de vidéosurveillance, plusieurs témoins capitaux, et son identité ainsi que la description du véhicule à bord duquel il se trouvait certainement au moment de l'enlèvement de la petite Carly. La course contre la montre se poursuit. Cependant, un mauvais pressentiment envahit les policiers. Le fait que Smith soit rentré le lendemain de la disparition de la fillette, seul, laisse suggérer qu'il a au moins eu le temps de trouver une cachette pour la maintenir captive, ou pire, dissimuler son cadavre peut-être. Immédiatement, les enquêteurs se penchent sur le passé de cet homme afin de savoir s'il peut être une personne capable du pire. Au départ, il y a des doutes, parce qu'il est un homme plusieurs fois marié, avec des enfants, mais rapidement, son casier judiciaire vient effacer ces doutes. Joseph Smith, 37 ans, a déjà été arrêté pour trafic de stupéfiants, port d'armes et surtout enlèvement et séquestration. Là, ça ne sent pas bon, et les policiers sont désormais certains qu'il est leur homme. Ils se rendent là où il loge, la voiture s'y trouve également, et les inspecteurs réussissent à faire sortir le suspect pour discuter avec lui. Simplement, ils n'ont pas de motif afin de procéder à une arrestation ou même à un placement en garde à vue. Alors, ils fouillent la voiture en présence de Joseph Smith. À l'intérieur, de la drogue est découverte. C'est suffisant pour l'embarquer, même si cela ne concerne pas l'affaire qui intéresse les policiers. Il sera questionné sur ces faits plus tard au poste. L'essentiel est de l'avoir sous la main. Manque de chance, une fois placé en salle d'interrogatoire, le suspect n'est pas du tout coopératif. Il ne parle pas des événements qui se sont produits ces derniers jours, et encore moins de l'enlèvement de Carly. La procédure se bloque parce que le suspect réclame son avocat. Et malgré les 2 témoignages ainsi que la vidéosurveillance, il n'y a pas suffisamment d'éléments pour une arrestation. Pour le relier directement, les policiers font une nouvelle fois appel au public à travers une conférence de presse en espérant obtenir de nouveaux éléments. C'est alors un témoin improbable qui se présente au poste de police juste après que cette annonce soit faite.
le propre frère de Joseph Smith, John Smith. L'homme raconte que le lundi 2 février, son frère l'a appelé alors qu'il ne s'était pas parlé depuis plus d'un mois. La conversation n'a pas duré, mais elle s'est déroulée entre 19h et 20h. 1 heure seulement après la disparition de Carly. Alors même si cela n'apprend rien aux policiers sur le moment, John Smith va avoir un rôle important à jouer dans cette enquête. Joseph Smith est en prison, mais pas pour le bon motif et il ne coopère pas. C'est là qu'entre en jeu son frère. Les inspecteurs supposent que le coup de téléphone que Joseph a passé à John, le jour de l'enlèvement de Carly, n'était pas anodin. Il avait peut-être l'intention de confesser ses actes, ou du moins de s'en décharger émotionnellement. Si les policiers visent juste, John pourrait entrer en contact avec son frère, avec le téléphone de la prison qui est surveillé, et tenter d'obtenir la localisation de Carly, si elle est encore en vie. John s'exécute. Il appelle son frère en prison et l'un des gardiens de l'établissement pénitentiaire surveille l'appel. Au bout de quelques minutes, les larmes montent aux yeux du suspect. Il dit à son frère qu'il a caché le corps de la petite fille à environ 5 km de la station lavage, au niveau de l'église de Sarasota. Au moment où la confession est faite, l'espoir de retrouver Carly vivante s'envole. La terrible nouvelle est transmise à la famille qui s'effondre sous le poids de la tristesse. Malheureusement, il faut aller sur place pour récupérer le corps de la petite fille. Simplement, il fait nuit et il faut attendre le lendemain afin de ne pas contaminer le lieu du crime par mégarde à cause de la pénombre. Le lendemain, la police scientifique se rend sur place et découvre effectivement le cadavre de l'enfant gisant derrière le bâtiment de l'église de Sarasota. L'autopsie rend officielle l'information que tout le monde connaît déjà. C'est bien Carly Brucia qui a été retrouvée décédée. Le public américain est sous le choc, après avoir suivi l'affaire durant ces 5 derniers jours, sans manquer le moindre élément et en étant même impliqué. Désormais, Joseph Smith est placé en état d'arrestation. Les éléments découverts sur le lieu du crime permettent un recoupement avec les images de vidéosurveillance et une reconstitution des faits par les enquêteurs. Carly est sortie de chez sa copine à environ 18h. Elle a pris le chemin habituel pour rentrer chez elle en passant par Bee Ridge Road. Elle suit ensuite le raccourci qui la ramène chez elle en traversant la station de lavage auto. Entre-temps, Smith a repéré sa cible et a commencé à la suivre. C'est pour cette raison que son véhicule apparaît sur les bandes de caméras de surveillance. En voyant Carly prendre ce chemin, désertique puisque le Super Bowl s'apprête à commencer, il saisit l'occasion et sort de la voiture pour intercepter la fillette. C'est ce que l'on aperçoit sur la vidéo qui a fait le tour du pays. Carly est forcée de suivre l'homme qui conduit jusqu'à l'église. L'autopsie révèle à ce moment que le crime est bien de nature sexuelle, la jeune fille ayant été abusée. La cause de la mort est également rapportée par le médecin légiste. Joseph Smith a étranglé Carly après l'agression avant de laisser son corps à proximité des arbres derrière l'église de Sarasota. Les preuves sont présentes, le dossier est solide, mais le suspect n'a toujours pas avoué. Et alors que son frère, John, a conduit la police jusqu'au corps de Carly, à présent, il n'aide plus vraiment les autorités. Les policiers pensent que sous la pression de leur mère, le frère du tueur essaye de communiquer avec lui sans qu'il ne s'enfonce un peu plus. C'est pourquoi il met en place un code pour discuter par courrier avec son frère incarcéré. Ils utilisent les symboles moins, plus, divisé et multiplié, ainsi que les chiffres allant de 1 à 5 et rédigeant de bas en haut et de droite à gauche. Le code est analysé par des spécialistes du FBI qui parviennent à déchiffrer finalement, et dans l'une des lettres, ce sont littéralement des aveux qui sont faits par Joseph Smith. Il explique qu'il s'est débarrassé d'une partie des objets appartenant à Carly, comprenant son sac à dos. Dans le courrier, il mentionne aussi avoir tiré le corps jusqu'à l'endroit où celui-ci fut retrouvé derrière l'église. Finalement, l'accusation dispose de toutes les preuves nécessaires pour tenir bon durant le procès et s'assurer de condamner ce tueur d'enfants. Il y a les aveux couchés sur le papier, la vidéosurveillance évidemment, mais aussi l'ADN de Joseph Smith suite au viol de la petite Carly. Des fibres identiques à celles du t-shirt rouge de la jeune fille ont été retrouvées dans la voiture de l'accusé également. Sans oublier les témoignages des personnes ayant reconnu Smith sur la vidéo aux côtés de Carly. D'après la défense, l'accusé ne serait pas une mauvaise personne. Lorsqu'il a agressé l'enfant de 11 ans, il était sous stupéfiants, ce qui aurait altéré son discernement.
Pour se défendre, Joseph Smith utilise aussi un argumentaire surprenant, en indiquant que Carly, lorsqu'il l'a aperçue, n'avait pas le physique d'une fille de 11 ans. À ses yeux, elle en paraissait plutôt 15 ou 16. Et si tout est tenté du côté de la défense du meurtrier, quitte à frôler l'offense, c'est parce que nous sommes en Floride. Dans cet État américain, la peine de mort est encore en vigueur et largement prononcée pour des crimes de cette nature. Le jury, après la présentation des deux parties, rend son verdict et reconnaît coupable Joseph Smith du meurtre avec préméditation sur la personne de Carly Brucia. Maintenant, c'est une autre décision cruciale à prendre. La peine de mort doit-elle être prononcée contre cet individu ? Le 15 mars 2006, la réponse est apportée puisque la peine capitale est effectivement appliquée en guise de condamnation à Joseph Smith pour le meurtre brutal de la petite Carly. Simplement, comme vous le savez certainement, bien que la peine de mort soit prononcée, aucun prisonnier n'est exécuté immédiatement. Selon l'État, il y a plus ou moins de recours qui sont possibles contre cette sentence, jusqu'à ce que la Cour suprême se prononce. Il est même déjà arrivé que certains condamnés voient leur peine de mort commuée en peine d'emprisonnement à vie. Comme chaque condamné à mort, Joseph Smith fait jouer ses recours légaux, repoussant ainsi la date de son exécution encore et encore, mais faisant aussi s'impatienter de plus en plus la famille de Carly et surtout sa maman, qui n'attend qu'une chose, l'exécution du meurtrier de sa fille. À l'été 2021, cela fait 15 ans que Joseph Smith évite de mourir par injection létale, mais la mort vient tout de même le chercher à l'été de cette même année. Simplement, il meurt de cause naturelle des suites d'un cancer du foie. C'est un semi-soulagement pour la famille de Carly, qui attendait la fin de vie de l'assassin. Cependant, il a réussi à vivre 15 années de plus que leur fille et surtout, les proches n'ont pas pu assister à l'exécution du meurtrier, comme c'est prévu lorsqu'une telle sentence est prononcée. Finalement, même si cette affaire a été résolue assez rapidement, elle est l'une de celles qui aura marqué les États-Unis par son impact médiatique et surtout l'espoir qu'il y avait de retrouver Carly vivante. Voici pour cette affaire absolument terrible. Si vous faites partie de l'élite et que vous êtes arrivé au bout, inscrivez le mot caméra en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner et liker, ça ne mange pas de pain. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Bye.